question auditeur avec une question de Texfilou d'ailleurs que j'ai oublié la semaine dernière, enfin en tout cas que j'avais mis de côté et que j'avais gardé pour cette semaine plutôt, pardon. Question de Texfilou qui nous dit: petite question pour l'hebdo, selon vous, quelle équipe se repose sur un jeu collectif avec donc le moins d'isolation, le moins d'héliocentrisme, le plus de systèmes d'écran, etc., plus que sur des individualités stars, FD? Bah en fait, tu vois, Denver se repose beaucoup sur Jokic, hein. Je dis pas que c'est pas de l'héliocentrisme, mais leur style de jeu fait que c'est assez partagé. Minnesota, mine de rien, c'est quand même, la création est quand même assez partagée. Oui. J'ai pas assez vu Cleveland. C'est la prochaine équipe que je veux vraiment regarder en détail. J'ai pas assez vu Cleveland cette année. Ça allait être ma réponse, ouais. Et puis Utah. Utah, non? Utah aussi, ouais, bien sûr. Utah, effectivement, même si on a ressorti le talent Horton Tucker, donc sans doute qu'on se dirigera du temps que sur la fin de saison, avec les échanges qui ont été faits. Mais ouais, je pense que Utah est un peu la tête d'affiche de ça. Les Pacers aussi, il nous parle des Pacers, hein, Texfilou dans sa question. Effectivement, je pense qu'on met les Pacers là-dedans, surtout avec des bons résultats sans Tyrese Haliburton, comme il dit. Mais Cleveland, parmi les équipes d'élite, on va dire, c'est celle qui a le mieux tourné, hein, en l'absence de Garland, et avec beaucoup de mouvements qu'on a développés la semaine dernière dans l'hebdo. Donc ouais, je pense que c'est les Kings aussi, ouais, comme d'habitude, ouais, c'est vrai, tout à fait. Enfin, comme d'habitude depuis Mike Brown, quoi, donc depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Ouais. Question de Lucas qui nous dit: question pour l'hebdo, vos moves préférés de la trade deadline, FD? Bogdanovic et comment il s'appelle, et Alec Burks. Pourquoi? Parce qu'on en a pas parlé en intro, mais il y a aussi l'aspect financier qui rentre en compte, où Bogdanovic a un contrat descendant, et en fait ce qui permet aux Knicks d'avoir encore du salaire l'année prochaine lors de la free agency. Oui. Et puis le fait qu'en fait pour trouver deux joueurs compétents, ils lâchent pas de premier tour alors qu'ils en ont, enfin de premier tour de draft alors qu'ils en ont plein. Donc voilà, moi c'est mon move préféré en tant qu'observateur subjectif, évidemment. Oui, et puis surtout il y a un aspect aussi de, comment on appelle ça, ce que j'appelle la rétention de valeur un peu, dans le sens où ils ont échangé le contrat finissant de Fournier contre Bogdanovic. Alors il y a l'aspect sportif évidemment, mais il y a aussi le fait que, comme tu dis, Bogdanovic, après cette saison, il est encore sous contrat en 2025, et donc imaginons l'été prochain, s'il y a une possibilité, ou en février prochain, de méga trade, et voilà, il faut bien des salaires pour équilibrer les salaires, justement, pour faire un trade. Et donc, Fournier, tu l'aurais plus eu, donc t'aurais pas pu le rajouter dans la balance, alors que éventuellement Bogdanovic peut aussi faire l'objet de quelqu'un d'un contrat que tu mets dans la balance pour avoir je sais pas moi, Kevin Durant quand il voudra partir des Suns, ou un Kyrie, ou un Luka Doncic, ou un Donovan Mitchell peut-être, je ne sais pas, ou un Tobias Harris, voilà, ce genre de superstar. je pense que effectivement ça peut faire partie de. Il y a ce raisonnement-là. Je pense que à leur échelle, j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Boston, pour le coup. On n'en a pas parlé en intro, mais Xavier Tillman est arrivé, un intérieur hyper intelligent, qui, oui, certes, il peut aussi faire un peu de défense de post-up, mais c'est pas ça le principal. C'est un excellent passeur, Xavier Tillman, un joueur hipster depuis Michigan State à l'époque. Mm-hmm. Et puis surtout, ils ont aussi récupéré pour rien Jaden Springer. Le jeune Jaden Springer que j'adore, qui fait partie de leur hipster team de cette année, même si j'ai pas encore eu le temps de l'enregistrer, mais ça ne saurait tarder, j'espère. Mais oui, que j'adore Jaden Springer. En gros, pour vous décrire, Kyle Lowry défensivement. Voilà. C'est ça, Jaden Springer. Il n'y a pas l'attaque, malheureusement, du grand Kyle Lowry. Mais il y a la défense. C'est un défenseur hyper complet, hyper polyvalent, défenseur off-ball fantastique. Je crois qu'il y a un match où il a joué contre Atlanta. Ça devait être en décembre. Magnifique. Vraiment, j'adore. Profil un peu connecté en attaque. Malheureusement, pas plus, pas scoring, mais voilà. Brad Stevens qui, comme d'habitude, va chercher des joueurs intelligents. Ça fait du bien. Donc, pour les côtés move un peu sous les radars, j'ai beaucoup aimé Boston. Ouais. Jalen Springer, c'était. Vas-y, attends, je te couche. Non, vas-y, je t'en prie. Jalen Springer, au moment de sa draft, là, quand il sort de Tennessee, il jouait avec Yves Ponce, pour ceux qui suivent un peu en France. Il jouait à Tennessee, justement. Quand ma comparaison, c'était, il me rappelle un petit peu Kyle Lowry, mais aussi pour l'aspect en attaque. En attaque aujourd'hui, il fait rien en NBA. Pourquoi? Parce qu'il sait pas créer un décalage. Ouais. En NCAA, il savait toujours pas créer de décalage, mais qu'est-ce qu'il faisait du coup? Il posait 2 dribbles. Et puis un peu à la Kyle Lowry, un peu à la Villanova, qu'est-ce qu'il faisait à la Jalen Brunson? 2 dribbles. Je passe pas mon défenseur, du coup post-up. C'est le Villanova post-up pour les extérieurs, et donc il faisait ça. Évidemment en NBA ça passe pas, mais c'était aussi ma comparaison, voilà.
Je suis d'accord. Question de Bamzerito, question pour l'hebdo. Demain, vous êtes le GM des Cavs. Que cassez-vous en premier? Le duo des petits ou le duo des grands? Ou alors la gueule à JB Bickerstaff. même si apparemment il revient bien là. Non, effectivement, c'est une blague pour la fin. Plus sérieusement, le système des rendements décroissants est plus pénalisant pour qui, d'après vous? Plutôt pour les deux petits qui ont la même faiblesse de ne pas savoir défendre, ou plutôt pour les deux grands qui ont la même faiblesse de ne pas avoir de spacing, FD? J'aurais tendance à... Parce qu'apparemment, j'ai commis un blasphème en comparant Darius Garland et Kobe White, alors que je ne les ai pas comparés. J'ai dit que peut-être, la question pouvait éventuellement commencer à se poser. Du coup, je vais prendre le contre-pied et je vais dire que je préfère casser le duo de grands. Quoique, parce que compliqué comme question. Je suis peut-être un peu moins haut que la moyenne sur Donovan Mitchell. Et Garland. Apparemment Garland, même si j'aime beaucoup Garland. C'est juste que, alors par contre, du coup, je veux bien être plus haut que la moyenne sur Kobe White, ça me dérange pas. Qui d'ailleurs a fait un très bon match encore hier soir. Mais je voulais pas le rajouter. Je pense que ce serait plus facile de casser l'arrière, j'ai l'impression. L'intérieur, pardon, j'ai l'impression, parce qu'en fait, le spacing est tellement important qu'il y aurait des retombées immédiates et que surtout, si tu ne le fais pas, tu serais un peu handicapé, quoi. Alors, comme dit, ce qu'ils font actuellement, ils essayent de séparer les minutes le plus possible, mais c'est un peu dommage d'avoir un des 4 meilleurs plus gros salaires, pas sur le terrain, sur les moments importants, parce que tu essaies d'avoir du spacing, quoi. Donc, je pense que si tu te sépares de soit Mobley, soit Allen, oui, tu descends un peu en défense, mais avec un tel duo de créateurs offensifs, tu peux avoir une top attaque dans du spacing. Alors que, tu vois, l'inverse, si tu donnes un peu Mitchell en héliocentrique, certes, ça marche, mais à quel point ça marche si de toute façon, il n'y a pas de spacing? C'est un peu... Ouais, je pense que... Je sais pas. Je sais pas s'ils vont devoir résoudre ce dilemme prochainement, les Cavs, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Je pense que si voilà, tu mets un flingue sur la tempe, je pense que je casse plutôt les intérieurs. C'est plus facile. J'ai l'impression. Question de Jalen Brown Redemption Season qui nous dit l'arrivée de Tillman comble-t-il le manque de viande des Celtics sous le cercle? Ou faut-il un autre tonton dans la raquette? Non, il n'y a pas de réponse à ça. Non, pour le coup, c'est ce que tu as dit avant. Hein. Il apporte plein de choses. Et puis pour l'aspect tonton, il faut faire revenir Jared Sullinger. Voilà. Oui. Non, mais je pense qu'il se moque un peu éventuellement de certaines remarques qui disent oui, il faut de la viande à l'intérieur pour les Celtics, un peu comme toujours, un peu comme avant, j'ai envie de dire presque. Mais non, effectivement, peut-être il pourrait aider en défense de post-up, mais en même temps, la défense de post-up, on a besoin que contre Embiid ou Jokic, et contre Embiid ou Jokic, seulement Tillman, ça suffit pas. De toute façon, il faudra de l'aide autour. Donc, donc de toute façon, il y a pas de. On est plus dans une NBA où tu peux envoyer Chuck Hayes en post-up stopper et rien faire autour. Donc voilà, effectivement, c'est pas cette problématique-là, c'est surtout... Par contre, ce que j'aime bien, Tillman, comme dit, c'est qu'il peut totalement aussi remplacer Al Horford dans certains schémas offensifs, en termes de dribble and off, en termes de passing sur short roll, après avoir reçu la balle sur pick and roll, etc. Donc ouais, très très bon passeur. Xavier Tillman, il va faire du bien. Donc voilà. Question de Garincha, question pour l'hebdo. Est-ce qu'on est sur la meilleure saison régulière de Kawhi Leonard? Tiens. C'est possible. C'est possible parce que, il joue beaucoup. Et 2, il est aussi fort que d'habitude. À Toronto, l'année où ils sont champions, il joue beaucoup ou pas? Il joue beaucoup, ouais. Mais je trouve que l'évolution qu'on a depuis qu'il est aux Clippers, c'est le passing, en fait. Ouais. Qu'on n'avait pas avant. Qu'on n'avait pas du tout avant, même à l'époque des Raptors, où c'était plutôt un scoreur dans un collectif bien huilé. C'est pour ça que ça marchait aussi, pour le coup. Mais ouais, depuis qu'il est aux Clippers, il a développé pas mal de passing. Il fait des lectures qu'il ne faisait pas avant. Donc je pense qu'on doit être pas loin effectivement du meilleur Kawhi offensif en carrière. Pour moi, le meilleur défensif, il est plutôt 2014, 2015, 2016, un peu cette période-là, Spurs. Avant le trade, athlétiquement, il était encore énorme, mais qu'il n'avait pas autant de volume offensif aussi. Mais ouais, en plus offensivement, il y a le passing, il y a une efficacité qui est fabuleuse, 110 de true shooting plus, ce qui est énorme, plus 10% par rapport à la moyenne sur un tel volume. Donc ouais, je pense qu'offensivement, on est sur le meilleur Kawhi en carrière offensivement, peut-être pas défensivement, mais offensivement, on est d'accord. Et je pense qu'on a potentiellement un candidat MVP. Oui. D'un point de vue narratif, je pense que la machine peut s'emballer si les Clippers sont premiers de conférence. Je ne sais pas. Où situez-vous Claxton dans la hiérarchie des intérieurs défensifs? Moi, je l'aurais sur un deuxième tiers.
Le premier étant composé de qui? De Gobert, évidemment. De Mitchell Robinson. Ouais. non, de Gobert. Michel Robinson, t'as dit sérieusement? Non. Mitchell Robinson, pour moi, il est justement sur le deuxième tiers. Okay. Non, mais tu vois, t'enlèves l'élite, t'enlèves Gobert, Walker Kessler. Aide-moi, j'ai un trou. Brook Lopez, Jaren Jackson, peut-être. Van Mobley, Jaren Jackson, Draymond Green. Moi, je le mets pas dans cette catégorie, mais je le mets juste en dessous. Ouais, effectivement. Ouais, deuxième. Ouais. Avec Daniel Gafford, Wendell Carter Jr., Mitchell Robinson, Hartenstein. Voilà. Oui. Capella, non, quand même pas. Capella. non. Fut un temps peut-être, mais plus autant. Zubac, deuxième tir. Peut-être. Ouais. Peut-être il y a 1 ou 2 ans. Cette année, peut-être un peu moins bien, mais. Moi, je le mets avec Jarrett Allen, tu vois. Claxton. Mais oui. c'est vrai que Jarrett Allen fait une grosse saison aussi. Mais l'été dernier, je le mettais un peu au même niveau. Mais oui, on est d'accord. Et puis, si vous pouviez choisir 2 équipes pour une série de playoffs avec leur coach, quels seraient vos choix? Par exemple, on peut choisir Billups avec les Pistons versus Doc Rivers avec les Hornets. Quel serait ton choix idéal, on va dire, pour une série de playoffs? Tu choisis le coach et l'équipe. Ok. On veut que ce soit une série de playoffs de qualité, hein, pas juste une série de playoffs. Oui, bien sûr. Okay. Là, il plaisante sur l'exemple. Ouais. J'aime... Tu vois, pour l'expérience, je trouve que Tyronn Lue a toujours été bon dans les ajustements sur les séries de playoffs. Je sais que les gens n'aiment pas Tyronn Lue, mais pour le coup, moi, je le trouve toujours pas mal. Après, est-ce qu'on ferait pas un truc un peu hipster, un Marc Daigneault contre un Will Hardy? Tu peux. Ça, ce serait sympa. Ouais, mais alors à quelle équipe? Ouais. Marc Daigneault aux Clippers, par exemple? Un truc comme ça? Ouais, bah tu vois, Marc Daigneault Clippers et Will Hardy Suns. Non, j'en ai un meilleur. Vas-y. ça aurait dû se passer comme ça. Will Hardy à Boston. Ouais, c'est sympa, ouais. Rappelons qu'ils se sont engagés avant la suspension du Doka. Il était assistant principal du Doka. Ça aurait dû être lui peut-être si on avait su avant pour Udoka à Boston. Will Hardy à Boston, ouais, on peut dire ça. Et moi, je vais prendre. Qu'est-ce que je vais prendre? Eric Spoelstra. À Philadelphie avec Embiid. Non, Eric Spoelstra à Milwaukee. Oh, ok. Quoique ça fait pas une finale, ça. Après, on n'est pas obligé de faire Est et Ouest, mais. Ou Marc Daigneault aux Clippers, ouais, c'est intéressant. Ouais. Intéressant. Question de Willmatic. Over-under, justement. Over-under, nombre de matchs pour Doc Rivers à Milwaukee. Il met le over-under à 30 et demi. Moi, je prends le over assez facilement, je pense. Bah, il reste combien de matchs là en saison régulière? Il en reste moins que 30. Il en reste peut-être un peu moins que 30, mais surtout, je le vois pas être viré cet été, en fait. Ah, en même temps, il a pris un contrat de 15 ans, donc... Bah ouais, jusqu'en 2028, je crois. Donc, je le vois pas être viré avant minimum février prochain ou décembre prochain, tu vois, mais donc, je pense que je vais prendre le over. Et puis, autre question de Willmatic. Avis sur les récentes performances de Jaden Ivey. Est-ce que tu les as vues? Non? Moi qui pensais que tu regardais les équipes nulles. Il y a quand même des limites, hein, pas non plus... Ouais. Non, j'ai hâte, c'est ce que je disais sur la conversation QI Basket, j'ai hâte de voir Jaden Ivey jouer encore moins après le trade de Bogdanovic et Alec Burks, mais maintenant pour regarder Evan Fournier jouer. Petite pensée émue pour Jaden Ivey. Question de Espadrille 1250. La semaine dernière, vous avez débattu du cas Evan Mobley et son tir. Vous doutez à la vue de son toucher qu'il puisse devenir un joueur impactant dans ce domaine du jeu. J'ai l'impression qu'il a de bonnes prédispositions à la passe et propose déjà des choses intéressantes en tant que connecteur. Ne pourrions-nous pas lui voir un avenir à la Adebayo à ce stade-là? Qu'en penses-tu de cette comparaison? Alors Adebayo, je pense que c'est plus l'exception qui confirme la règle. Ouais. En termes de... Parce que tu vois, il n'y a pas que la passe dans la connexion. Il y a typiquement, une fois que tu reçois la balle, tes mouvements, tu vois, les 2-3 dribbles que tu vas poser après avoir reçu la balle, qui sont qui sont primordiaux. La réponse de Normand, ce serait un peu de dire oui, je le vois progresser à la passe, effectivement, parce que même à USC, il avait déjà un petit peu ce jeu-là en NCAA, sur le short roll notamment, mais moins que Adebayo. Mais là où je rejoins quand même Espadrille 1250, c'est que pour moi, si on fait une échelle entre Bam Adebayo, offensivement, entre Bam Adebayo et Anthony Davis,
Pour moi, il est plus proche d'Adebayo, en effet, sur ce côté limité au scoring, limité au shoot, qui peut être fonctionnel sur certaines du passing et certaines séquences, mais ouais, je vois plus proche, en effet, d'un profil à la Adebayo que d'un profil un peu, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais le profil parfait de la licorne offensive, notamment de shoot, dribble, etc., Anthony Davis, quoi. Donc, ouais. Là-dessus, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec cette comparaison que j'aime pas mal. Question de d'Ismaël. À part pour Porzingis, dont Azad va probablement parler pendant 35 minutes de toute façon, est-ce que vous avez des exemples de joueurs qui ont un peu cassé les règles de progression sur des domaines considérés comme plus innés que acquis? La capacité à provoquer des lancers, le toucher, etc. Ce serait intéressant de faire une étude sur justement ces domaines, est-ce qu'ils sont innés ou acquis. Tu vois, parce que typiquement, un des deux exemples qui est donné, la capacité à provoquer des lancers francs, je pense pas que ce soit quelque chose de forcément inné. Je pense que c'est quelque chose qui vient avec l'expérience. Qui vient aussi avec l'expérience. Moi, il y en a un qui me vient en tête de suite, c'est Lillard. Lillard et la finition au panier, qui est devenu un excellentissime finisseur en fin de drive, alors qu'en début de carrière, c'était peut-être un domaine sur lequel il était assez mauvais, et il n'y a pas tant que ça des joueurs qui évoluent de manière aussi conséquente en termes de finition au panier. Donc Lillard, pour moi, est un peu une exception, et parfois, il faut pas généraliser à partir de l'exception, évidemment. Et l'autre que je dirais, c'est un peu le passing pour Mitchell. Je sais pas ce que t'en penses. Donovan, oui, je suis d'accord. Ouais, parce que début de carrière, c'était un peu compliqué le passing, mine de rien. Et là, on le voit de plus en plus développé en tant que passeur presque héliocentrique parfois. Donc ouais, je penserais à ça, ouais. Enfin, même l'ensemble de son attaque, quand il sort de Louisville, c'est surtout un défenseur, Mitchell. Enfin, c'était son attrait, si je me trompe pas. Question de Daimzao, question pour FD. Alors, la perte de Quickley et Grimes en un mois, ça fait mal? Oui, comme dit en intro, ça fait mal. Émotionnellement, mais tu vois, quand on a perdu Barrett et Quickley, pour l'anecdote, j'étais dans les toilettes d'un Wendy's aux États-Unis. J'étais déprimé, voilà. Je suis rentré dans la voiture avec ma copine, j'ai dit voilà, c'est la fin. Et puis voilà, je suis très content avec OG Anunoby, donc je serai très content avec Bojan Bogdanovic et Quentin Grimes et Alec Burks. Ouais. Même si voilà, émotionnellement, effectivement, il y a un petit coup. C'est toujours, on accorde trop d'importance aux jeunes qui sont pas forts, ils sont pas formés, mais qui sont homeground, qui viennent de notre club. Question de Jalen Brown, Redemption Season. Une autre question qui nous dit on parle souvent de la respectabilité du shoot de certains joueurs suite à des choix tactiques de les laisser ouverts, en prenant l'illustration le pourcentage à 3 points des joueurs, mais est-ce qu'on ne devrait pas utiliser uniquement le pourcentage sur les wide open 3 points? Eh bien oui, je suis assez d'accord, je sais pas ce que tu en penses, mais ce qui est surtout important, c'est les wide open, mais surtout le volume en fait, pas que le pourcentage. Je suis d'accord. Oui. Parce qu'en effet, en fait, ce qui veut dire, j'ai essayé de le reformuler, mais il y a des fois, il y a des non-shooters ou des mauvais shooters, qu'on regarde les stats, on dit, mine de rien, il est à 37%. Oui, mais il est à 37% parce qu'il a que des shoots ouverts, en fait. Il y a ça aussi. Et donc, il faut comparer le 37% sur que des wide open d'un mauvais shooter ou d'un non-shooter face à, non pas le pourcentage général de bons shooters, qui prennent aussi des shoots plus contestés, mais face à des pourcentages plus sur les wide open spécifiquement, quoi. Bon, j'espère que j'aurais été clair. Je crois que j'ai dit n'importe quoi. Non, ça va, c'était compréhensible. Bon, ça va. La question de Sixela, on en a parlé un peu tout à l'heure. PJ Washington peut-il enfin devenir un joueur régulier et consistant dans le contexte des Mavs? Si oui, dans quel rôle? Eh bien, je ne sais pas. Moi non plus. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Washington? On n'en a pas trop parlé tout à l'heure, mais moi, j'avoue qu'il ressemble beaucoup à Grant Williams, mais c'est quelqu'un... je crois qu'on en a parlé d'ailleurs il y a 3-4 jours avec Tom dans notre épisode sur les All Backup Team, mais pour moi, c'est quelqu'un qui est plus un joueur théorique que pratique, en fait. Ouais, parce que t'as cette espérance, enfin cet espoir d'avoir à la fois de la création, enfin à la fois de l'impact sur le drive et du tir à 3 points, parce que c'est vrai qu'en début de carrière, tu vois, il fait des premières saisons, il est à 38-39% sur des volumes respectables. Finalement, ça s'est pas trop confirmé, tu vois, cette menace à 3 points. La réussite au cercle n'est pas non plus, enfin pour un poste 4 et dans la moyenne, quoi. Donc c'est vrai qu'il apporte pas... C'est pas un joueur qui a énormément de points forts. Et c'est vrai que j'ai du mal à imaginer J'ai du mal à imaginer le fit, je t'avoue. J'espère que le passing dans Luka Doncic va pouvoir l'aider à gagner en régularité, peut-être. L'avantage qu'il a sur Grant Williams, peut-être, c'est en termes de verticalité.
où il peut jouer un peu le pick and roll pour des rôles, justement. Là où Grant Williams, c'était que un peu que le pick and pop, on va dire. Mais ouais, j'ai un peu des craintes au niveau du scoring, du shoot aussi, comme tu dis. Et même défensivement, en fait. Certes, il a plus de potentiel parce qu'il a plus d'envergure de bras que Grant Williams. Donc voilà, c'est une qualité fonctionnelle très très importante en défense, notamment en collective, pour bien défendre. Mais je sais pas, c'est pour ça que je parle beaucoup de joueurs théoriques, c'est parce que il y a une espèce de combo mobilité, défense polyvalence et en plus du shoot dans la théorie. Dans la pratique, c'est jamais bon dans aucun de ces deux domaines, donc on verra bien à côté de Luka Doncic, peut-être si ça peut aller mieux. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.